Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Belle et heureuse année à tous, à moi inclus. Je me souhaite une bonne année, pourquoi pas. Une année qui sera décisive puisque ce sera l'année de la réaction, de la revanche. Il ne faut pas avoir peur de dire ça, de la punition. Il faut en effet commencer à punir ceux qui nous ont fait du mal en 2020-2021. En 2020, ils nous ont trompés, en 2021, ils nous ont séparés, divisés, discriminés, humiliés. En 2022, on va leur commencer à rendre les coups. Eux aussi, ils vont continuer leur programme. Leur programme, au fait, n'est qu'au début. La pandémie n'est pas finie, n'est pas près de finir. Peut-être qu'elle finira d'un point de vue sanitaire, peut-être, je ne sais pas. Je ne suis pas dans les petits papiers de Bill Gates, mais le volet politique est le volet le plus important. Le volet, c'est une action psychologique qui est menée contre nous, c'est une guerre psychologique. Ce volet-là, politico-psychologique, ce côté-là, il va continuer, évidemment. Évidemment, parce que nous avons tous commis l'erreur d'obéir. Nous avons commis l'erreur d'obéir, de nous laisser faire, de faire confiance. Et comme nous avons affaire à des gens qui n'ont aucune espèce de décence, ils vont continuer à... Ils ont compris que nous étions sensibles au chantage, en fait. Nous avons cédé une fois, deux fois, trois fois, autant de confinements, autant d'injections, autant de privations, en croyant bien faire. Eh bien, là, nous avons créé un monstre. Nous avons désinhibé la bête, comme dit M. Macron. Il dit des choses intéressantes, M. Macron. Il faut faut avoir la patience de faire le tri. Mais parfois, il joue franc jeu, il tombe le masque. La bête, il a parlé de la bête. La bête est désinhibée. Eh bien, c'est soit elle, soit nous. On ne peut pas faire les deux. Mais je préfère que ce soit elle qui crève et pas nous. Donc la bête est sortie et la bête, elle est excitée parce qu'elle n'a eu que des réussites. Les droits de l'homme sont morts et enterrés. Je ne sais pas si vous avez bien... Enfin, je vous invite vraiment à bien méditer ça. Les droits de l'homme ont été jetés aux toilettes comme du papier hygiénique en quelques instants. On nous a dit qu'on ne pouvait pas arrêter les flux migratoires à cause des droits de l'homme. On nous a dit qu'on ne pouvait pas arrêter la racaille à cause des droits de l'homme. On nous a dit qu'on ne pouvait pas faire une chose à cause des droits de l'homme. Et là, on les a mis au rebut en 5 secondes au nom du virus. Voilà. Les droits de l'homme sont morts. Personne ne s'est soulevé. Je n'ai pas entendu parler d'un peuple qui s'est soulevé ou d'un dirigeant qui a été guillotiné. Hein. Je n'ai pas vu ça. On n'est pas en 1789, malheureusement. Les journalistes, la caste journalistique, parce qu'évidemment, il y a des cas particuliers, des gens qui se sont très bien comportés. Mais la caste journalistique, a parfaitement joué le jeu du système, c'est-à-dire qu'elle s'est comportée comme une prostituée. Encore une prostituée, elle a une utilité publique. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais elle a une utilité publique et surtout elle prend des risques professionnels. C'est un métier difficile. Là, les journalistes ont ronronné comme des chatons sur la cuisse de leur maître. Il faut voir la disgrâce de la presse. Alors, évidemment, encore une fois, il y a eu des gens qui sont bien comportés, mais malheureusement, ils sont ostracisés ou au chômage. Ou voilà, au service sport. Voilà, donc le système, les voyous qui nous dirigent, parce que nous sommes dirigés par des voyous, ben là, ils n'ont plus de limites. Ils vont continuer. On n'est qu'au début de leur, comment dire en mauvais anglais, de leur engineering, de leur reconstruction de la société. Le grid reset, tout ça, c'est une opération de reconstruction de la société qui va prendre du temps. Voilà. Donc, encore une fois, il faut bien savoir à qui nous avons affaire. Nous avons affaire à des gens qui n'ont pas de limite morale. Je dois vous rappeler que en France, l'IVG, l'avortement, peut avoir lieu maintenant à l'âge de 9 mois. Les gens qui nous gouvernent ont voté ça. Nous sommes gouvernés par des monstres. Nous sommes gouvernés par des monstres, par des mafieux. Avorter à 9 mois, mais c'est de l'homicide, évidemment. Ça ne devrait même pas être discuté. Évidemment, quand il y a des problèmes de santé, tout ça, de la maman, du bébé, je peux comprendre. Mais voilà, on est gouverné par ce genre de personnes qui comme on dit en arabe, qui khafou ma kihshmou. Je suis désolé de le dire en arabe, je vais le dire en français. C'est des gens qui comprennent la peur, mais pas la décence. Ils n'ont pas d'honneur. Tu vois pas les amadoués, tu vois, avec la morale, l'éthique. Il n'y aura pas de réveil, de sursaut moral, c'est ces gens-là. Ils ont franchi toutes les lignes rouges. Quand tu autorises l'avortement à 9 mois, quand tu prives les gens des médicaments, quand tu refuses de traitement du virus chinois, quand tu mens une fois, deux fois, trois fois, ça y est, tu es désinhibé. C'est fini.
Et ces gens-là, ils ne comprennent que l'émotion de la peur. Là, ils nous ont flanqué la trouille, et il faut que la peur change de camp. Notre seul espoir, c'est de faire changer, c'est que la peur change de camp. C'est que ces gens-là aient peur. Là, ils vont reculer. N'attendez pas de sursaut moral, il n'y en aura pas. Ces gens ont des comportements mafieux. Alors ça peut paraître contradictoire. Effectivement, ils ont un visage contradictoire. Ils sont un monstre multifacette. La bête a deux visages, au moins. L'hydre a deux têtes. Il y a un côté eunuque délavé et un côté mafieux. Alors l'eunuque délavé, bon, là il suffit de regarder la photo du gouvernement. Vous voyez de quoi je veux parler. De quoi je veux parler. Ce sont des gens faibles, sans virilité. La virilité, ça peut être aussi chez une femme. Vous savez, c'est sans présence. On n'a pas affaire à des Marie-France Garot ou à des Simone Veil. Non, on est vraiment devant des... Bon, je ne vais pas être diffamatoire. Vous avez affaire à des gens qui sont complètement... c'est des guichetiers de banque, avec tous mes respects pour les guichetiers de banque, qui sont devenus ministres. Je dis eunuque délavé, parce qu'un eunuque, ça peut être extraordinaire. Les castrats, les chanteurs de l'opéra, il y a eu des grands généraux dans le monde ottoman, qui ont fait des grandes conquêtes dans le monde ottoman et aussi dans le monde chinois, je crois. Ouais, c'est ça. Mais notamment chez les Ottomans, vous avez des eunuques qui étaient des grands patrons du fisc. C'est pas n'importe quoi. Donc non, nous avons, nous, affaire à des eunuques délavés, qui n'ont aucune vocation ni esthétique, ni de rien du tout. Ce sont des eunuques inutiles. Ils sont juste là, des clowns, incapables même de percevoir leurs contradictions. Voilà. Ils vous disent faire ceci, faire le contraire le lendemain, et puis voilà. Bon. Vous connaissez, je n'ai pas besoin de faire le laïus, vous connaissez les arguments sur les injections, toutes les contradictions qu'il y a dans cette politique. D'un autre côté, l'autre visage de la bête, il est mafieux. Vous avez des comportements aujourd'hui de grande violence par rapport à la population. Nous sommes punis. Tu as le viol nasal avec le viol PCR, le test PCR, appliqué sur des bébés, mais c'est du délire total. Vous avez aussi une alliance entre le crime organisé et ces oligarchies-là, ces élites-là. Vous aurez remarqué que l'immigration clandestine n'a pas été stoppée, c'est pas arrêté. État d'urgence sanitaire, on ferme tous les volets, on enferme les gens, on ferme Roissy-Charles de Gaulle, mais on continue à débarquer les gens à Lampedusa, à Lanzarote, dans les Canaries. Sachant que chaque débarquement en Europe rapporte 5 000 € à la mafia, 5 000 €. Vous voyez bien que le business a continué. Il n'y a pas de débarquement humanitaire. Personne ne rentre en Europe gratuitement. Il faut bien comprendre que l'Europe n'a pas perdu ses frontières. Les frontières ont été déléguées à la mafia. On nous dit Schengen, la libre circulation, foutaise. Enfin, bien sûr qu'il y a une libre circulation une fois que tu es dans l'Europe. Mais aux frontières extérieures de l'Europe, il y a une douane, il y a une police, sauf qu'elle est mafieuse. Elle est mafieuse. C'est la mafia libyenne, je ne sais pas quoi, nigériane, les rifains, j'en sais rien. Il faut étudier. D'ailleurs, vous voyez que les journalistes d'investigation n'étudient pas ces choses-là. Elles sont fondamentales. On fait croire que les ONG dans la mer récupèrent les pauvres mamans avec un bébé qui est à la dérive sur 10 km entre le Maroc et le Gibraltar, ou entre la Tunisie et Lampedusa. Foutaise. C'est la mafia. L'Europe est bien surveillée. Les frontières sont bien surveillées par la mafia, par les mafias. Et donc ces gens-là ont continué le business, alors qu'ils font rentrer des gens qui ont le Covid, des gens qui ont toutes les maladies possibles et imaginables. Bien sûr, dedans, il y a des terroristes et des violeurs, mais bon, le terrorisme et le viol, c'est rien, ça on s'en fout. Hein. Madame Merkel nous a habitués au viol, notamment à Cologne. Hein. Donc, mais le Covid, ce virus qui a fait arrêter l'Europe et la marche du monde, continue à rentrer par Lampedusa, par Ceuta, Melilla, Lanzarote et tout ça. Je dis, il y a une collusion, il y a un partenariat entre les élites européennes, en tout cas françaises, et la mafia. Quand vous voyez qu'un juge qui relaxe, qui met un rappel à la loi à quelqu'un qui a son 10e, 12e voie de fait, je dis même pas larcin, je dis même pas vol à l'étalage, je dis violence physique. Quand tu relâches un type, un 10e, 12e, 13e voie de fait, agression, au marteau, ben, tu es le partenaire du crime. Le voyou et le juge. Ben, le voyou et certains juges, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac, mais certains juges sont les partenaires clairs, enfin c'est évident, explicite, de la mafia. Je dis bien de la mafia, parce que le voyou, en Europe aujourd'hui, on s'installe dans une situation plutôt latino-américaine, où il n'y a plus de voyous solitaires. Le loup solitaire, il faut commencer à l'oublier.
vous allez voir de plus en plus chaque mètre carré des villes tenu par un groupe criminel, comme ici en Amérique latine. Vous aurez deux pays, si tu veux. Tu auras le pays tenu par la police française, gendarmerie, et les pays, au pluriel, tenus par les mafias, les groupes criminels. Et donc, le voyou, même pour agresser, il aura l'autorisation, écrite ou implicite, enfin tacite ou explicite, de la mafia. Parce que le type, il va demander, parce que s'il commence à agresser, voler les gens sans avoir comme en Italie, hein, sans avoir le feu vert de la mafia locale, eh bien, il se fera tuer. Et peut-être que la sécurité, enfin, peut-être que l'insécurité se réduira en France, le jour où le crime organisé sera complètement déployé. On y arrive. Donc vous avez une création, enfin, un partenariat entre l'oligarchie, qui contrôle l'État, et les mafias. D'ailleurs, il y a une convergence de vues entre ces gens-là, convergence de goût, de mœurs, convergence d'abord d'intérêt, parce qu'il faut blanchir l'argent. Qui vient du milieu d'entreprise, du milieu de la politique ou du milieu de la mafia pure et dure, il faut bien blanchir l'argent. Et la finance est agnostique. Hein. Les îles Caïmans, enfin bon, les paradis fiscaux, les fraudes européennes au CO2, et voilà. Tout ça, voilà. D'ailleurs, la mafia a fait la fête pendant le Covid. Hein. Vous avez remarqué la drogue a été vendue, les prix ont augmenté, il n'y a pas eu de confinement des dealers, à ce que je sache. Les gens ont consommé plus de drogue, et puis la mafia a racheté des fonds de commerce, ils ont racheté des points de vente licites, des bar tabac, des affaires qui étaient en train de se casser la gueule pour blanchir l'argent. Donc, partenariat évident là-dedans. Convergence d'intérêts, convergence de goût, d'esthétique. Les mafiosi sont des beaufs, tout comme nos élites aujourd'hui. Vous voyez les beaufs qui dirigent, enfin, vous voyez Paris, le saccage de Paris, les meubles urbains parisiens, tout ce qui est fait à Paris actuellement, c'est les beaufs qui sont au pouvoir. Vous voyez que ce sont des beaufs, ils n'ont pas de goût. Ben, c'est comme Pablo Escobar, ou les mafieux, les villas des gens du milieu marseillais. Ils n'ont pas de goût, ils ont du pognon, mais ils ne savent pas l'utiliser. Ils n'ont pas de goût, ils n'ont pas le sens esthétique. Et vous avez une convergence également j'avais dit d'intérêt, de goût, une convergence dans la lutte, parce que leur ennemi, c'est nous, c'est les gens, les civils, sains, entre guillemets. C'est nous l'ennemi du gouvernement. C'est nous. Vaccinés ou pas. C'est pas important. C'est nous. La mafia, c'est pareil. Hein. Elle veut les deux veulent nous affaiblir. L'un par la drogue, en nous droguant, l'autre en nous mettant à la rue, en nous transformant en esclaves. Le dealer te transforme en un esclave de la drogue, et le gouvernement te transforme en un esclave qui roule au revenu universel. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a de quoi avoir peur. Nous sommes au début de l'année 2022, il y a de quoi. J'aimerais pas transmettre cette impression de peur. Même si l'ennemi est là, la bête est méchante et elle est multifacette, elle a plusieurs visages. Mais heureusement, dans un sens, que nous connaissons l'ennemi. L'ennemi s'est démasqué durant la pandémie. On voit très clairement à qui nous avons affaire. Nous avons affaire à un monstre. Et quand tu connais ton ennemi, eh bien tu as fait la moitié du chemin, puisque tu connais ton ennemi, tu connais maintenant tes amis, et tu sais qui se tiendra à l'écart, qui sera neutre, la majorité passive, qui attend que la bataille ait lieu, que le destin soit scellé. Nous, les résistants, même si je suis très présomptueux en disant ça, je ne suis même pas un résistant, ceux qui résistent, s'ils gagnent, verront, j'espère que je le verrai, verront le ralliement de la majorité silencieuse. Comme en 1945, vous savez, les gens se sont ralliés à la dernière minute à la libération générale Leclerc à De Gaulle. Pétain a fait une visite triomphale à Paris fin 44 ou début 45. Triomphale. Et certainement les mêmes qui l'ont acclamé à Paris, et je crois que c'est du côté de la Madeleine, les mêmes étaient sur les Champs-Élysées pour accueillir De Gaulle en mai 45. C'est humain, trop humain, mais il faut l'accepter, il ne faut pas détester l'humain. L'humain est notre matière, nous ne sommes pas des anges. Donc il faut accepter l'humain, il faut jouer il faut danser le tango. Là, la musique, c'est le tango, c'est pas le breakdance, c'est pas la valse, c'est le tango. Il faut jouer avec les règles du jeu que nous avons. L'air du temps, c'est ça. Donc il faut lutter, et sachez que préparez-vous déjà mentalement le jour de la victoire, parce que nous avons des grandes chances de gagner. La grande majorité va nous rejoindre. Enfin, pour conclure, qu'est-ce qu'il faut faire quand on n'est pas un résistant et quand on ne veut pas appartenir à l'ennemi ni à la majorité passive? Eh bien, il faut aider les résistants en pratiquant une espèce de
de sabotage, on va dire, élégant. C'est-à-dire qu'il y a un océan, il y a une grande différence entre enfouir un coton-tige à ton fils ou à ton bébé, ou lui faire porter 2, 3 masques, et saboter une antenne télévision, au hasard, pour couper une chaîne, un égout hertzien, dont le nom commence par B. Bon. Entre le sabotage, qui est une affaire d'hommes et de terroristes, entre guillemets, et je n'appelle pas à ça, hein, je donne un exemple théorique, un cas d'école, comme on dit, et la collaboration, la participation au crime collectif, il y a beaucoup de choses, beaucoup de variantes. Notamment, on peut traîner les pieds, on peut ne pas appliquer les ordres, on peut feindre de les avoir mal compris, on peut mentir, on peut s'abstenir de faire la délation. Tous les grands mouvements de résistance, ils ont gagné la bataille, pas par la collaboration active de la population, mais par son apathie. Le Shah d'Iran, il est tombé parce que la population, classe moyenne incluse, n'a pas bougé le petit doigt pour le défendre. Il avait sa police, son armée était avec lui. Ses forces de l'ordre n'attendaient qu'un mot du Shah pour tirer sur la population et l'emporter. Et peut-être que si le Shah avait donné l'ordre en 78 de tirer sur la foule, peut-être que ses enfants, ses petits-enfants seraient au pouvoir aujourd'hui. On aurait un prince, un Shah. Nous aurions un empereur en Iran aujourd'hui. Peut-être. Mais il n'a pas voulu tirer. Bon, ça s'explique, ça c'est certainement son honneur. Il a perdu le pouvoir et la population a laissé faire les islamistes. Ils ont pris le pouvoir. Donc l'apathie de la population, une certaine apathie dirigée, malveillante contre le pouvoir, c'est une attitude noble. Pas besoin de briller, mais pas Bolivar qui veut, ou Jean Moulin, ou je ne sais qui, ou De Gaulle, ou Leclerc, ou de Tassigny. Il ne faut pas nous exiger, parce que si on exige ça de soi-même, on se condamne à l'impuissance, parce que là, personne n'est condamné, personne n'est né demi-dieu. C'est rare, les demi-dieux parmi nous. C'est ce qui s'est passé pendant les colonies, ce sera pendant l'époque coloniale, ce sera ma conclusion. J'ai consacré un cours récemment qui est en ligne, hein, que vous pouvez vous procurer, qui s'appelle une contre-histoire de la colonisation française, où je démystifie les mensonges de droite et de gauche sur le sujet de la colonisation. Dans la colonisation, il y a eu une résistance élégante, attachante des ouvriers et des travailleurs, des agricoles ou même industriels. Quand on leur demandait de faire le train, de débroussailler les rails, bien, ils se blessaient à la machette, ou ils vissaient mal les clous, ou ils ne signalaient pas la surchauffe de certaines machines qui finissaient par s'avarier, par avoir des avaries. Ils voyaient passer les guérilleros, les indépendantistes, ils ne le reportaient pas, ils n'informaient pas la gendarmerie française. Ils faisaient grève, ils faisaient des grèves du zèle, ils se faisaient porter pâle, et ainsi de suite. Vous avez dit, les accidents du travail, ils se disputaient pour des nanas, pour des prostituées, ils créaient du grabuge, voilà. Ils se comportaient d'une manière, puisqu'ils étaient victimes d'un préjugé colonial, on les prenait pour des grands enfants, on disait oui, les indigènes, les sauvages ne savent pas travailler, ce sont des fainéants. Ils ont dit très bien, on va nous se hisser à la hauteur du préjugé, du cliché, et nous n'allons pas travailler, nous allons mal travailler. Je rapporte l'histoire dans le cours, hein, qu'on a transféré des paysans, des travailleurs vietnamiens en Afrique, au Congo, pour construire le train. Dans les années 20, fin des années 20, entre 27 et 30. Et les gars, ils ne voulaient pas venir. Ils ont été, enrôlés de force. Ils arrivent au Congo, ils travaillent mal. Ils cassent les machines, ils coupent mal les arbres parce qu'il fallait débroussailler, ils feignent des gastrites, voilà. Il ne faut pas aller chercher très loin. Je conçois que dans le monde européen, occidental, surtout en France, ces choses-là aient été refoulées parce qu'il y a eu un phénomène de civilisation des mœurs. Ça, c'est Norbert Elias qui en a parlé il y a longtemps. Un livre magnifique qui s'appelle La civilisation des mœurs, où il explique que l'Église catholique, la féodalité, puis la République, dans le cas français, ont largement stérilisé, dans le sens où ils ont aseptisé la manière de fonctionner de l'occidental et du français pour en faire un bon élève. Quelqu'un de discipliné, qui s'arrête au feu rouge, qui paie ses impôts, qui accepte l'autorité. Pas besoin d'avoir un flic. Au Maroc, tu as un flic à chaque feu rouge. Sinon, même comme ça, tu as du mal à faire respecter la loi. En France, tu n'as pas besoin. En Allemagne, en Angleterre. Parce que les gens, ils ont internalisé le respect de la loi. Et ça, c'est le travail de l'Église
la confession, toute la prise en main de la population, et après des régimes laïques ou séculaires ou modernes qui ont poursuivi le travail de l'Église, d'une hygiène, d'un conditionnement mental et moral des gens sous des attraits non religieux, à l'école, les hussards de la République, tout ça. Voilà. Donc en France, je comprends que vous ayez du mal à redécouvrir votre animalité, j'allais dire. D'autres peuples, beaucoup plus proches qui n'ont pas subi ce processus de conditionnement, qui est un processus formidable, ce qui fait que nous aimons l'Occident. Parce qu'en Occident, moi je sais qu'en France, ça a peut-être changé. Quand je traverse au feu vert, je sais que personne ne traversera au feu rouge. Au Maroc, ce n'est pas du tout le cas, mais pas du tout. Au Brésil, c'est entre les deux. Voilà, donc c'est pour ça que nous aimons l'Occident. Voilà. Mais malheureusement, là, vous payez le prix de votre conditionnement. Vous avez été vidé de votre âme, de votre malice, de votre malveillance. Or, il faut que votre malveillance, elle ne vous a pas quitté à titre individuel, elle est toujours là. Sauf qu'elle a été castrée par les eunuques, elle a été désactivée. Peut-être que vous l'avez déjà retournée contre vous, parce que vous vous détestez vous-même. Les Français, enfin les Occidentaux en général, mais les Français en particulier, il y a une détestation de soi qui est extraordinaire. C'est un peuple qui n'a pas à rougir de... Voilà. Et peut-être qu'au lieu d'exercer cette malice contre l'État, contre ceux qui vous font du mal vraiment, contre vos vrais ennemis, vous l'exercez contre vous. Vous vous combattez vous-même. Par cette espèce d'autodérision, de haine de soi, de repentance, voilà. Vous feriez mieux, au lieu de faire la chasse aux racistes imaginaires, aux fascistes imaginaires, aux pétainistes imaginaires, vous devriez faire la chasse à vos ennemis réels aujourd'hui. Ils portent des blouses blanches ou ils ont le brassard police et ils vérifient vos passes sanitaires. Sans parler des ennemis qui occupent les palais de la République. Bon. Bon courage à nous tous, à vous tous. Bonne année. La bataille se gagne ici. Dans votre tête, redécouvrez votre partie, j'allais dire noire, votre partie sombre, redécouvrez-la, assumez-la, utilisez-la pour sauver la France. Ne l'utilisez pas pour couillonner, je m'excuse de dire ça comme ça, pour truander votre voisin, votre locataire ou votre employé. Non, utilisez-la pour truander l'État, pour vous venger, pour vous défendre contre l'État. Moi, je ne vous appelle pas à l'ensauvagement. Ne devenez pas comme les pays de la rive sud de la Méditerranée. Non, mais restaurez votre force de vivre. Et elle est empreinte du mal. La bonté, elle n'est pas suffisante. Nous sommes une espèce de réaction chimique. Notre destin dépend d'une réaction chimique où il y a le bien et le mal. Il faut que vous utilisiez le mal pour vous défendre. C'est comme du pesticide. Vous ne mettez pas le pesticide dans une caipirinha ou dans un cognac. Par contre, vous avez besoin du pesticide pour tuer les germes et les agents pathogènes et les insectes. Eh bien, les insectes, là, ils font la fête. Il est temps de s'en débarrasser. Ciao.